Bonjour à tous, Bonjour à tous. merci d'être connectés avec nous. N'hésitez pas à nous dire dans le chat que vous nous entendez bien et que vous êtes bien avec nous. Je vois que ça se connecte. Bonjour Audrey, Caroline, Adélaïde. Hello Mathieu. Salut Véronique, Juliette. Trop bien. Moi, je suis désolée, on a quelques minutes de retard, mais là, on est prête, on vous entend. Ok, trop bien. Eh bien, écoutez, enchantée tout le monde. Je suis Flavie et puis aujourd'hui, je vais animer cet Indie Club avec Marie. Je vais prendre le partage d'écran et comme ça, on va pouvoir commencer. Est-ce que là, c'est bon? Hop, tip top. Voilà, normalement, vous voyez bien mon écran. Et c'est parti. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, là, on va avoir 30-45 minutes pour s'y atteler, c'est comment utiliser le pouvoir de la communication pour accélérer la transformation des entreprises. Donc, je pense que si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous avez tous bien conscience que la communication, elle a plein de manières d'agir et de participer à la transformation interne de l'entreprise et dans ses actions. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va creuser avec Marie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien, si vous voulez, vous présenter dans le chat. Est-ce que vous pouvez tous nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, peut-être l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et surtout, en fait, pourquoi le sujet d'aujourd'hui vous intéresse? Qu'est-ce que vous êtes venu craquer, en fait? Est-ce que vous avez une question en particulier, une problématique en particulier sur laquelle vous êtes actuellement? Et comme ça, avec Marie, ça nous donne un petit peu d'insight sur les personnes qui nous écoutent. Voilà, je vois que vous êtes en train de taper. Je vous laisse nous répondre. Hello Audrey. Je vous laisse. Ah, et vous avez un sondage qui arrive sur votre écran pour nous donner carrément encore plus d'insights sur qui vous êtes et votre rôle, votre métier actuellement. Bon, voilà, je vous laisse écrire. Je retourne sur la petite presse, comme ça, on continue ensemble. Et donc, cet event qui est organisé aujourd'hui, il est organisé par Indigo. Indigo, c'est l'école de la responsabilité. Donc, en gros, nous, notre objectif, c'est de former les collaborateurs à intégrer la responsabilité dans leur métier. On arrive après la sensibilisation. On n'est pas, enfin voilà, on sait qu'il y a énormément d'acteurs qui font ça très très bien, tout ce qui est fresque, etc., qui vont permettre de comprendre les enjeux. Nous, on arrive après pour passer à l'action et en fait comprendre concrètement qu'est-ce qu'on fait de cette information et comment on change notre manière de travailler sans forcément changer de métier ou d'entreprise, mais changer la manière dont on travaille pour qu'elle soit plus responsable. Et donc là, vous avez un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, on a 25 intervenants. Ça fait 1 an qu'on existe. On a fêté notre anniversaire cette semaine, le 19. Et donc, on a 133 alumni. Et on a une pédagogie qui est vraiment basée à 50% sur la pratique pour pouvoir s'entraîner, voilà, à faire des cas concrets pour vraiment prendre en main les méthodologies. Et donc rapidement, Indigo, c'est une des écoles de Maria Schools avec laquelle vous êtes peut-être déjà familier, mais Maria, c'est un campus d'écoles avec Indigo, Maestro, Hiro et Lyon, qui chaque école va s'attaquer à des problématiques métiers spécifiques. Voilà, c'est pour vous, que vous compreniez bien où est-ce que vous êtes aujourd'hui. Les programmes d'Indigo, donc comme je vous disais, c'est vraiment l'objectif, c'est de changer, enfin d'apprendre à faire son métier autrement, mais sans changer de métier. Et du coup, là, vous avez un aperçu des différents programmes qui existent. Responsable RSE pour devenir responsable de la RSE, pilote de la stratégie climat. On a un programme là qui démarre semaine prochaine sur l'éco-conception, comment construire des produits, des services qui sont viables. On a finance durable, achat, voilà. Si vous avez une question là-dessus, que vous voulez juste aller jeter un coup d'œil, vous avez tout sur notre site internet. Évidemment, vous pouvez directement me contacter sur LinkedIn. On vous donnera les coordonnées juste après. Ça, c'est donc un aperçu du programme que je vais passer rapidement. Et la prochaine promotion, donc c'est le programme éco-conception dont je vous ai parlé, mais il y a toutes les infos sur le site. Je ne vais pas rentrer dans le détail, comme ça on peut enchaîner sur notre sujet du jour. Mais vous voyez que c'est découpé sur 5 semaines. C'est des sessions qui sont en ligne. À chaque fois, on a un expert distinct, différent, qui va faire de la théorie et de la pratique appliquée. Et la prochaine promotion, c'est le 27 septembre. Voilà. Hop, hop. Ça, c'est nos prochains events. Je vais vous remettre dans le chat, ou peut-être Céline qui est connectée avec nous
peux vous partager dans le chat nos prochains Indie Club. Donc, comme on a aujourd'hui avec Marie, on en fait régulièrement, quasiment toutes les semaines, pour parler des différents sujets autour de la RSE. Et là, je suis partie un peu trop loin. Du coup, je coupe mes slides. Et ce que je propose, c'est que maintenant que j'ai un peu présenté Indigo et qui j'étais moi, Marie, si tu veux bien commencer en nous reparlant un petit peu de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît. Ouais, très bien. Bonjour à tous et merci d'être là pour cet échange. Donc moi, je suis Marie Chailloux, je suis la fondatrice d'une structure qui s'appelle Inspire et qui accompagne les acteurs marketing et communication face aux enjeux de transition dans l'idée de repenser vraiment leur rôle, leurs usages, leur stratégie au service des enjeux de transition et donc de la transformation aussi des organisations. J'ai un parcours de 20 ans à peu près dans le domaine de l'information et de la com. J'ai été journaliste pendant 8 ans et puis j'ai intégré ensuite une entreprise que vous connaissez sans doute qui s'appelle Decathlon, au sein de laquelle je suis restée 10 ans à différentes fonctions de communication et j'ai notamment été pendant 5 ans directrice marketing com développement durable pour le groupe. Donc adresser les enjeux RSE, développement durable dans ce type de groupe international et mettre ces outils de com et de marketing au service de l'accélération de la transformation des modèles d'entreprise face aux enjeux environnementaux, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté en entreprise. Trop bien, trop intéressant. Et du coup, aujourd'hui, concrètement, les personnes qui viennent te voir, est-ce que tu peux nous redonner un peu la typologie de personnes que tu accompagnes ? Aujourd'hui, en fait, j'accompagne beaucoup des équipes communication, donc que ce soit à l'échelle du collectif ou des dirigeants dans le domaine de la communication, face aux enjeux et aux questions qui peuvent se poser sur les enjeux de transition environnementale, avec différentes approches qui sont aussi bien de l'inspiration, de la veille du benchmark, parce qu'il faut avant tout comprendre de quoi on parle, et c'est des sujets qui bougent très vite, qui bougent ces derniers mois aussi énormément en termes de réglementation, etc. Donc il faut être en capacité de comprendre, avoir aussi une approche stratégique, et puis toute une partie de formation, de co-construction des stratégies, l'aspect aussi collectif et comment on embarque ces équipes communication dans la construction de ces nouveaux enjeux est aussi quelque chose que j'accompagne. D'accord, ok. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous aider un peu à prendre du recul et à comprendre en fait dans quel contexte la communication peut participer justement à la transformation des entreprises ? Alors déjà, je pense qu'il faut reposer le sujet de pourquoi les entreprises se transforment. Si vous êtes là, j'imagine que vous êtes tous un minimum sensibilisés sur le sujet, mais c'est pas juste un enjeu de communication, c'est pas juste un enjeu d'entreprise, c'est un enjeu global sur le sujet des limites planétaires. C'est un enjeu global auquel doivent répondre l'ensemble des acteurs, les organisations, les États, les entreprises, les institutions, les citoyens, donc qui mobilisent la responsabilité de chacun. Évidemment, les entreprises, les organisations ont un rôle à jouer parce qu'elles ont une responsabilité face à ces enjeux-là. Et au sein de ces organisations et des entreprises, on a des équipes communication qui, comme l'ensemble des métiers des organisations, ont un rôle à jouer. Donc, c'est bien important, je pense, d'avoir cette vision globale et stratégique de l'enjeu. Ce ne serait pas juste un sujet à adresser d'un côté communication uniquement. Donc, c'est un enjeu global, mais sur les acteurs et les équipes communication, il pèse quand même un certain nombre de pressions. Et pour plusieurs raisons, parce qu'il faut bien se le dire, il y a certains métiers de la com, du marketing ou certaines approches qui ont quand même contribué aux modèles qui sont un peu en bout de course aujourd'hui et qu'on connaît. Et donc, on a aussi, prenons nos responsabilités aussi en tant que communicants, on a parfois contribué à développer des modèles qui n'étaient pas forcément soutenables, durables, etc. Donc, on a la responsabilité de se dire, si on a fait partie à un moment du problème, on peut peut-être aussi contribuer à la solution. Et puis aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre de pressions qui pèsent en termes de com et d'image sur des équipes communication qui sont assez souvent en bout de chaîne aussi dans les organisations. Donc, c'est des contextes qui peuvent être inconfortables. Il y a des pressions internes sur les équipes com parce qu'il faut contribuer à la transformation des entreprises, il faut contribuer à ces changements qui sont très stratégiques. Il y a des pressions internes de la part des collaborateurs aussi. On a beaucoup d'entreprises au sein desquelles les sujets RSE mobilisent les collaborateurs avec des attentes fortes. Et là, les acteurs de la communication doivent être aussi en capacité de savoir expliquer comment avance l'entreprise, quels sont les enjeux. Et puis aujourd'hui, il y a aussi énormément de pression externe sur les équipes communication, des pressions réglementaires. Il suffit de voir le nombre de lois qui sont en train d'arriver au niveau français et européen qui concernent vraiment des sujets
alors, qui concernent l'ensemble des sujets RSE, mais il y a beaucoup de sujets information consommateur. Il y a la Green Claim Directive sur le greenwashing qui a été votée par le Parlement européen cet été, etc. Donc, il y a beaucoup de textes qui arrivent qui concernent les équipes com. Donc, ça, c'est pas forcément simple de se saisir de ces textes-là. Il y a une pression qui vient des consommateurs, des publics, des communautés qu'on adresse, qui ont des attentes sur des offres, des services aussi différents, moins impactants. Il y a une pression aussi sur la réputation des entreprises, avec du name and shame, beaucoup de comptes d'influenceurs qui vont dénoncer des communications qui peuvent être abusives, beaucoup d'ONG qui le font aussi, et c'est très vertueux parce qu'en fait, elles le font et ils le font parce qu'ils ont compris que la com pouvait être un levier puissant de transformation, mais aussi, à l'inverse, pouvait être un vrai frein à la transformation si ce n'était pas utilisé à bon escient. Il y a des sujets de marque employeur aussi qui pèsent sur les équipes communication quand on va prendre la parole sur ces sujets. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, évidemment, les équipes comme l'ensemble des acteurs, elles sont soumises à ces questions de transformation et de transition environnementale, et qu'en complément, elles ont un certain nombre de pressions qui pèsent sur elles et qui ne sont pas forcément confortables dans ce contexte global. Ok. Oui, ok. Donc, tu as dit effectivement beaucoup de choses. Donc, on se dit que là, du coup, quand on est dans l'équipe com, on a pris un peu des notes à droite à gauche de se dire, ok, bah, faut que j'agisse sur tout ça. Est-ce que tu saurais structurer ça, par exemple, je sais pas, je dis un peu au hasard, mais par exemple, 3 piliers d'attention quand on travaille dans la com, c'est la réglementation, le machin. Est-ce que tu peux nous donner un peu ces éléments-là? Ben, peut-être que avant de alors parce que c'est souvent en effet la question, et c'est toute la complexité des sujets, hein, c'est qu'ils sont très complexes, et de se dire, bah, ok, par quoi on commence, comment on les adresse, et c'est pour ça qu'on en parlera peut-être, mais la partie compréhension-formation des équipes, elle est importante pour comprendre de quoi on parle. Mais moi, je dirais que s'il y a 3 axes importants où on peut se dire là, la com a un rôle à jouer, et après, il y a plein d'idées qu'on pourra développer, mais en tout cas, sur ce qui est le plus important, il faut bien se dire que le plus impactant dans notre rôle de communicant et de communicante, c'est avant tout les messages qu'on va porter. Et donc, pour moi, le premier rôle d'une équipe communication qui veut accompagner ces enjeux de transition, c'est vraiment de soutenir l'évolution de l'entreprise, de l'organisation dans laquelle on est, l'évolution d'un business model. Si on va développer, par exemple, des offres moins impactantes autour de la circularité, autour de l'occasion, si on va développer des offres qui sont moins impactantes, de l'éco-conception, etc. Voilà, la première responsabilité, c'est comment on va valoriser, soutenir ces nouvelles offres qui vont contribuer à réduire l'impact de telle ou telle organisation. Okay. Donc ça, c'est pour moi la chose la plus importante. En complément, il y a un deuxième levier qui est hyper important, qui est de se dire, si on contribue à valoriser ces nouvelles offres, il va falloir aussi qu'on accompagne nos publics, nos communautés vers de nouveaux usages. Je vous prends l'exemple d'une marque que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Mustela. C'est une marque de cosmétiques pour la famille, pour les bébés, etc. Eux, ils ont fait des choix très forts et très courageux pour réduire vraiment l'impact de leurs activités et même aller vers une visée régénérative. Et donc, ils ont décidé depuis quelques années de travailler sur le packaging, en faisant du vrac, par exemple, mais aussi de se priver d'une partie de leur offre, qui est pourtant une partie importante de leur business, qui est par exemple les lingettes. Parce que les lingettes, dans l'utilisation qu'en font les familles et les parents, c'est un objet qui est très courant dans le quotidien, mais une entreprise comme Ustela a compris que c'était un objet à usage unique qui avait un impact fort d'un point de vue environnemental dans leur activité. Donc, ils sont en train de se couper de ce produit-là et de ce business-là, parce que pour réduire leur impact, mais évidemment, il ne suffit pas de réduire et de supprimer ce produit-là de leur offre. Il faut accompagner aussi les familles, leurs usagers, leurs clients vers des nouvelles solutions qui seront moins impactantes, leur expliquer aussi pourquoi ils font ce choix-là. Donc, c'est ça, accompagner aussi, et le rôle de la communication, d'accompagner ces communautés. Quand on se met à aller vers à vendre de l'occasion au lieu du neuf, etc., il faut rassurer aussi sur les services associés, ce qu'on va trouver derrière le produit. Il y a tout un travail d'accompagnement sur les nouveaux usages. Et puis, le fait de communiquer, le fait pour une organisation, une entreprise, de dire ce qu'on fait, peut-être d'un point de vue un peu plus corporate, etc., c'est aussi un moyen de
vraiment faire avancer l'ensemble des enjeux. Si vous êtes un fabricant de t-shirts en coton, par exemple, vous êtes confronté à des enjeux environnementaux, mais votre concurrent, les autres acteurs du marché de la filière textile ont les mêmes problématiques. Donc le fait de communiquer, c'est aussi s'ouvrir un peu à ces parties prenantes, faire un minimum preuve de transparence sur son approche, sur quoi on avance, mais aussi quelles sont les difficultés, de manière très humble. Et c'est aussi une manière d'engager toute une filière et l'ensemble de ces parties prenantes sur les enjeux qui concernent votre activité. Ok, hyper clair. Merci beaucoup. Et ça me fait penser, et je vois Audrey dans le chat qui l'a mentionné, on a eu une conférence du coup pour l'anniversaire des 1 an de Indigo, qui était avec Decathlon, donc des collègues, des anciens collègues, qui était en fait justement sur l'innovation du modèle, enfin repenser le modèle économique de la balle de tennis, qui a un impact environnemental énorme parce qu'en fait ça se recycle très très mal, voire pas du tout. Et donc ils expliquent comment est-ce qu'ils ont réfléchi tout le process et par quelles étapes ils sont passés. Et ils sont toujours en train de passer, d'ailleurs c'est toujours en cours. Et donc ça fait écho à pas mal de choses que tu as dit, notamment le 3e point, où en fait eux, pour s'attaquer à ce sujet qui est les balles de tennis sont désastreuses pour l'environnement, ils ont créé une coopération avec plus d'une dizaine d'acteurs distincts qui vont tous ensemble réfléchir à ce problème, parce qu'en fait Decathlon tout seul ne résout pas le problème de toutes les balles de tennis, parce qu'en fait il ne représente qu'une partie de Voilà. Si on en revient à ce qu'on se disait au début, ce sont des enjeux globaux. Donc en fait, c'est pas des enjeux qui concernent telle organisation, telle entreprise, etc. Donc si on veut vraiment prendre le sujet avec responsabilité, il faut le prendre avec les parties prenantes. Et en communication, ça peut se traduire par exemple, ce qui est mené, et moi chez Decathlon, je l'ai travaillé sur l'affichage environnemental, par exemple. Si on veut donner aux consommateurs des éléments d'information qui permettent de comprendre l'impact environnemental des produits, il ne s'agit pas que chaque marque, chaque organisation fasse son propre label ou sa propre étiquette. Si l'objectif, c'est de donner de la lisibilité, de la visibilité aux consommateurs, il faut travailler ensemble pour avoir des outils, des méthodologies communes. Et par exemple, c'est ce que, en effet, a fait Decathlon avec l'ADEME, avec d'autres marques, etc. Et c'est ce que font d'autres dans d'autres secteurs industriels. Donc, ce travail-là, il est hyper important. Ok. Intéressant. Et aussi, je voulais revenir sur un autre de tes points qui est, du coup, quand on va éco-concevoir un produit ou qu'on va choisir de modifier son offre aussi drastiquement, par exemple en retirant les lingettes, c'est quoi le rôle de l'équipe communication? À quel moment elle doit intervenir? Parce qu'on pourrait se dire, non, mais ça, c'est vraiment le sujet des équipes produits, par exemple. Est-ce que la communication doit intervenir? Et si oui, à quel moment et comment peut-être? Alors, souvent, elle intervient un peu à la fin, le produit est conçu et voilà, il va falloir communiquer, etc. Donc, et ça, c'est un peu le problème. Mais sur d'autres sujets aussi de communication, il y a un enjeu à remonter plus en amont la communication, parce que pour pouvoir ensuite expliquer la valeur qu'il y a ce produit, pour pouvoir expliquer la démarche environnementale qu'il y a eu sur ce produit, il faut qu'en communication, on ait un certain nombre d'éléments d'information. Déjà, on en a besoin juste d'un point de vue légal, parce que toute allégation environnementale doit pouvoir être prouvée. Il faut mettre en place un certain nombre un dispositif d'information qui permettent de comprendre ça. Donc, il y a vraiment un enjeu à essayer d'intégrer la communication plus en amont pour vraiment construire ce dispositif d'information sur les produits qui vont être concernés. Ok. Et aussi, oui, vraiment, peut-être participer un peu aux décisions qui sont prises grâce à l'expertise enfin, comme la communication connaît bien la cible, l'audience, qu'est-ce qu'ils seront capables peut-être d'accepter, ce pourquoi peut-être c'est un peu en avance de marché et du coup les consommateurs sont pas forcément... Voilà, dans l'idée d'accompagner les nouveaux usages, en fait, quand on travaille sur ces sujets de communication et de transition, on est vraiment dans un exercice qui n'est pas toujours facile intellectuellement, mais de grand écart entre... Il faut comprendre évidemment les offres qu'on va valoriser, ce dont on va parler. Et ça nécessite de rentrer quand même dans la complexité des sujets. Mais nous, notre rôle, c'est aussi de créer de l'envie, créer des nouveaux imaginaires autour de ce type d'offres, autour de ces nouveaux services moins impactants. Et pour ça, il faut qu'on ait des discours qui soient très accessibles, il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Ça, personnellement, je trouve que c'est une des choses les plus difficiles sur le sujet, c'est que évidemment, en communication, on a plutôt des formats courts, il faut qu'on soit accrocheur, il faut qu'on puisse, encore une fois, donner envie et donner l'envie de ce changement-là. Mais en même temps,
si on veut être dans une communication de preuve, de sincérité, il faut qu'on donne un certain nombre d'éléments techniques. Et en fait, c'est trouver vraiment la juste ligne et être sur cette ligne de crête où à la fois on donne la bonne information, on construit aussi différents niveaux d'information et différents types de contenus qui vont permettre de creuser jusqu'à avoir vraiment le plus d'informations possible. Mais ça, c'est un exercice qui n'est pas simple de faire œuvre de pédagogie, d'accessibilité quand on veut à la fois insuffler cette envie et insuffler du désir pour ces offres moins impactantes, tout en étant très clair et très transparent sur les démarches qui y sont associées. Okay. On a une question de Audrey qui te demande, je pense, de creuser les références sur l'affichage environnemental, les labels qui comptent, quid de la portée de Bicorp. Alors, déjà, il y a différents types d'affichage. Il y a un certain nombre d'affichages enfin, il y a un certain nombre, il y en a au final assez peu, mais d'affichages normés ISO, type des écolabels, etc. Et ensuite, il y a beaucoup d'affichages qui sont plutôt ce qu'on appelle de l'autodéclaration, c'est-à-dire que c'est des labels qui sont associés à des cahiers des charges qui sont écrits par des industriels ou des marques, etc. Et puis, il y a des labels qui labellisent, en tout cas qui certifient une approche globale d'entreprise. C'est l'exemple de Bicorp. Et il y a des labels, en tout cas des informations qui sont disponibles plutôt à l'échelle du produit. Par exemple, en France, en effet, le sujet de l'affichage environnemental, qui est déjà expérimenté par quelques entreprises comme Decathlon depuis un certain nombre d'années, mais qui rentre aussi avec la loi AGEC, qui va rentrer dans des obligations, c'est vraiment de l'information à l'échelle du produit. Donc, il faut déjà identifier de quoi on veut parler. Est-ce qu'on veut parler de crédibiliser l'approche globale d'une stratégie d'entreprise? Est-ce qu'on veut donner une information au consommateur à l'échelle du produit? Ces choses-là sont différentes. Et ensuite, en effet, il faut se demander à quoi ça sert en fait un label. C'est pas juste pour se faire plaisir, pour mettre un label ou une certification. Globalement, l'ensemble des études qu'on voit passer montrent que les consommateurs ont plutôt de la défiance vis-à-vis du discours des marques sur les questions environnementales. Vis-à-vis des labels aussi, plutôt de la défiance, parce qu'en fait, il y en a tellement. Il suffit de se promener dans un supermarché, vous allez dans un rayon, que ce soit produits ménagers, agroalimentaire, etc. Il y a énormément de labels. Et c'est ce que sont en train de commencer à cadrer toutes ces législations qui sont en train de tomber au niveau français, au niveau européen. Sur l'éco-conception, par exemple, il n'y a rien, il n'y a pas un cadre clair aujourd'hui. L'Europe est en train de cadrer quelque chose et ça va arriver. Sur l'affichage environnemental, on est en train de cadrer au niveau français, etc. Donc, ces cadres-là sont en train d'être posés et c'est hyper important qu'on ait des cadres communs et ça revient à ce qu'on disait sur les parties prenantes parce qu'évidemment, si le but, c'est de donner aux consommateurs une information claire qui leur permette de comprendre la manière dont ils consomment et comment consommer de manière moins impactante, il faut qu'il y ait avant tout de la confiance sur les labels et certifications utilisés. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut que derrière ces labels, on ait des méthodologies fiables, qu'ils soient transparents. Voilà. Et tout ça, ça nécessite en effet un certain nombre de cadres qui sont en train d'être posés. Donc, en tout cas, moi, ce que je préconiserais, c'est d'aller vers ces labels reconnus par des parties prenantes externes, quand on cherche en tout cas des labellisations, et de bien se poser la question de c'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est à l'échelle de l'entreprise? Est-ce que c'est à l'échelle du produit? C'est deux choses différentes. Okay. On a pas mal de questions qui sont tombées. Je t'en pose juste une dernière sur ce sujet et après on prend la question de Juliette. Juste là-dessus, du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, je vais te demander un peu une solution miracle. Mais est-ce que tu as une ressource, un endroit où on peut trouver un peu un répertoire magique avec toutes ces réglementations? Est-ce qu'il y a une ressource que tu recommandes? Alors, avec toutes les réglementations, pas forcément, parce qu'il y a des réglementations. La France va quand même très loin sur ces sujets. Donc, en France, on est quand même très avancé sur ces sujets. Mais il y a des choses aussi qui tombent à l'échelle européenne, puis dans d'autres pays anglo-saxons. Donc, voilà, ça se passe à différents niveaux. Par contre, si vous avez besoin de références sur le sujet, en tout cas d'éléments aussi qui vous permettent de prendre des décisions, réfléchir à ces sujets dans votre quotidien, il existe quand même un certain nombre de guides qui sont publiés soit par l'ADEME, il y a aussi le guide du Conseil national de la consommation sur les allégations environnementales,
qui font vraiment référence pour voilà, identifier ce que c'est communiquer de manière responsable, qu'est-ce que c'est le greenwashing, qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot aussi quand on parle de est-ce qu'on peut dire un produit responsable, est-ce qu'on peut dire un produit biodégradable, etc. Donc moi, globalement, il y a 3 ouvrages que je recommande à chaque fois. Le guide de la communication responsable de l'ADEME, ils ont aussi un site communication responsable, où vous pouvez aller voir et trouver un certain nombre d'éléments là-dessus. Il y a l'ADEME aussi qui a remis à jour cet été le guide anti-greenwashing. Pareil, il est dispo en ligne. Et donc là, c'est en plus un guide assez simple avec voilà, des questions, réponses, des petits tests à faire pour comprendre ce qu'est le greenwashing et comprendre quand on en fait. Parce que dans la communication, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui ne veut pas aller sur ces sujets-là. Et c'est très bien de vouloir apporter ces sujets-là, mais parfois même avec de très bonnes intentions, on peut glisser dans du greenwashing. Donc c'est aussi important de comprendre de quoi on parle. Donc il y a ce guide anti-greenwashing, et il y a un guide qui est un guide des allégations environnementales, donc du Conseil national de la consommation, qui là vraiment détaille voilà, tous les mots qui sont utilisés, ce que ça signifie, etc. Donc si vous avez sous la main ces trois ouvrages-là, vous avez quand même déjà beaucoup d'informations sur le sujet. Et beaucoup de lectures. Ouais. Ok, on note et on vous enverra un petit email après où on mettra les ressources partagées par Marie. Du coup, on a une question de Juliette qui, pour le coup, est un focus communication interne. Donc, dans le cadre de la transformation des entreprises, c'est quoi un peu la manière de structurer la communication en interne et est-ce que tu as peut-être ou peut-être pas des piliers de challenge pour faire ça et comment les débloquer? Là aussi, je relèverai un peu d'un niveau parce que pour communiquer sur ces sujets, il faut avoir la vision aussi stratégique de la manière dont l'organisation dans laquelle on est, l'entreprise dans laquelle on est, adresse ces sujets. Bien sûr qu'il faut pouvoir communiquer sur ce que fait l'entreprise, qu'elle a pu engager, etc. Mais si le collaborateur, dans son quotidien, ne le vit pas du tout ou n'est pas animé sur le sujet, ça peut créer de la dissonance interne, et c'est le cas dans un certain nombre d'entreprises qui voient qu'il peut y avoir de la com externe sur ces sujets-là, puis en interne, on a l'impression de le vivre complètement différemment. Donc, moi, je me dis qu'avant tout, la communication en interne sur ces sujets, elle doit être au service de la compréhension par les collaborateurs des enjeux de l'entreprise. Et comment on accompagne cette acculturation auprès des collaborateurs. Donc ça peut être par des contenus pédagogiques qui expliquent c'est quoi, encore une fois, je reprends l'exemple du textile, si je suis dans la filière des textiles, c'est quoi les enjeux environnementaux autour du textile. Ça peut être aussi en accompagnant le déploiement d'outils comme la fresque du climat, etc. Mais selon moi, en tout cas, en première approche, c'est avant tout comment la communication, pour être toujours au service de cette transformation des organisations, elle se met au service de l'acculturation des collaborateurs, une acculturation d'abord assez macro sur les sujets, et puis ensuite, il y a des sujets de communication plutôt liés au métier, et de se dire comment dans mon métier, ensuite, je vais pouvoir m'en emparer. Ok, très clair. Et pour creuser là-dessus, je me permets de vous partager un Indiclub qu'on avait fait spécifiquement sur ce sujet, où on avait développé 7 étapes pour intégrer la RSE dans votre entreprise. Un super sujet qu'on avait fait avec Antoine Sika de Shine. Et du coup, là, c'est vraiment l'application step by step, parce qu'il est arrivé en tant que pilote de transition climat dans une entreprise qui était déjà assez engagée, mais voilà, qui n'avait pas encore été... qu'il n'y avait pas une personne dédiée à ça proactivement à l'interne. Ouais, puis en complément, ça peut être aussi des bons moyens de faire vivre la culture d'entreprise sur des temps forts, en fait. Et il y a un sujet d'acculturation, et pour moi, c'est pour ça que j'ai focusé là-dessus, parce que c'est le plus gros enjeu. Mais c'est aussi un moyen, en fait, de faire vivre la culture d'entreprise à travers des temps forts. Là, on est au mois de septembre, il y a plein d'événements. Enfin, vous avez dû le voir, il y a plein d'entreprises qui participent au World Cleanup Day. Il y a la semaine de la mobilité. Enfin, c'est plein d'événements sans tomber dans une approche trop justement technique, etc. du sujet, mais qui permettent de mobiliser ses collaborateurs, de se mettre en mouvement, de vivre des temps forts en équipe, et qui contribuent à faire vivre aussi ces sujets-là. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises. Ok, trop intéressant. Ouais, il y a Audrey qui dit Work Cleanup Day, c'est ça? Ouais. Ok. Bah oui, il avait partagé... Ah non, ça m'en fait penser à une autre... Attendez, je vais vous partager une autre ressource
qu'on avait faite, pareil, il y a pas mal d'exemples, bon, je vous enverrai ça dans les ressources. On avait fait un autre Indie Club qui était vraiment dédié à quelles actions en dehors, entre guillemets, du travail tu peux faire avec tes collaborateurs pour justement les acculturer un peu tous ensemble. Mais tu vois, comme tu disais tout à l'heure, l'étape numéro 1 pour Antoine, c'est se former et faire en sorte que tout le monde ait voilà, cette connaissance et cette envie. Et c'est hyper important aussi ce que tu dis sur faire vivre la culture d'entreprise. En fait, si tu rejoins une entreprise parce que dans ses valeurs, il y a aussi cet aspect de prendre soin de faire attention à son impact et prendre soin de notre planète et du vivant dessus, c'est vraiment important que tu le retrouves activement au quotidien, quoi. Alors, si ça te va, on passe à des exemples concrets d'actions que tu aurais mis en place, enfin de plans de communication, d'actions de communication que tu as déjà mis en place. Peut-être tu as des exemples chez Decathlon ou revenir sur les exemples que tu mentionnais au début d'actions communication. Ouais. Ben, enfin, je vais réinsister là-dessus, mais parce que, en tout cas, moi, quand j'ai pris ce sujet pour Decathlon, c'est le premier constat que j'ai fait en échangeant avec les équipes communication des différents pays, des différentes marques et tout, sur les besoins qu'il y avait pour les équipes communication pour se mettre en mouvement sur le sujet. C'est déjà un besoin de cadrage et de formation, c'est-à-dire de comprendre de quoi on parle, de quand je suis dans une entreprise, c'est quoi en fait les sujets liés aux questions environnementales ou RSE, c'est quoi le positionnement même clair de l'entreprise, hein, parce qu'en fait la RSE c'est un sujet hyper technique, donc même comprendre la stratégie RSE de certaines organisations, ça peut être très complexe. Donc, où en est mon entreprise? Est-ce que je suis au clair sur où en est mon entreprise? Est-ce que je suis au clair sur les enjeux de ma filière? Et du coup, là où on va aller ou pas en communication, ça c'est hyper important. Donc ça passe par une phase de formation en interne ou d'écriture en interne, de cadre, de se dire, voilà, ça va être quoi un petit peu nos partis pris en termes de communication pour avancer sur ce sujet-là. Ensuite, il y a un vrai sujet aussi, en relevant toujours, c'est toujours important de relever d'un niveau, de se dire, si on veut vraiment accompagner la transformation, il va falloir travailler main dans la main avec de nombreuses équipes, parce que pour accompagner les changements de business model, accompagner les usages de nos clients, etc., on va travailler sur toute l'expérience client, sur tout le parcours client, sur toute l'expérience interne de nos collaborateurs. Donc, on travaille main dans la main, évidemment, avec des équipes offres, digitales, data, beaucoup avec les équipes data, parce qu'on a beaucoup besoin de data, c'est pas toujours simple. Et ça, c'est super important parce que si on veut pouvoir, on parlait d'affichage environnemental, moi, quand je l'ai déployé chez Decathlon, on a déployé aussi le fait de rendre disponible l'empreinte carbone des produits textiles. Si on n'a pas tout le travail en amont avec l'ensemble des équipes, ben on n'a pas la donnée. Et quand il faut déployer sur X milliers de fiches produits, ça peut être très compliqué. Travailler beaucoup aussi avec les équipes, en effet, marketing, commerce, pour donner du sens à nos actions. Exemple, moi, j'ai pas mal travaillé sur la communication de l'éco-conception pour Decathlon, donc avec des dispositifs d'identification de ces produits, d'explication, etc. Et donc, il y avait aussi une volonté des équipes commerciales, etc., à aller là-dessus et à proposer, du coup, par exemple, de la vente par lot sur ces produits, parce que ça permettait justement pour eux d'accélérer la vente de ces produits. Or, faire de la vente par lot sur de l'éco-conception, ça n'a aucun sens, parce qu'on réduit l'impact d'un produit, on explique des choses à des gens qui vont plutôt être sensibles à ces questions-là et qui ne vont pas forcément avoir besoin d'acheter 15 fois le même t-shirt. Et en fait, ça, c'est juste que c'est des méthodes commerciales qui fonctionnent depuis très longtemps dans le retail. Donc, on va se dire, pour accélérer sur ces sujets, on va aussi les utiliser. Et ce n'est pas les bonnes solutions. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment aligner l'ensemble des équipes aussi, parce qu'il y a un enjeu très fort en communication sur ces sujets, c'est la cohérence. C'est-à-dire, si à un moment, on me raconte dans mon expérience client qu'on a un super produit, beaucoup moins impactant, etc., et qu'à côté de ça, par exemple, je suis harcelée d'emailing pour me faire acheter d'autres produits, c'est incohérent. Donc, aucune entreprise n'est parfaite, il n'y a pas de parcours client parfait aujourd'hui, d'expérience parfaite, tout le monde est en transformation, donc l'idée personne n'est dans la perfection aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est d'essayer d'être vigilant à ça, pour qu'on ait le moins d'incohérences possible, que ce soit en externe auprès des clients, puis aussi en interne pour les collaborateurs. Ok. Ouais, super intéressant. C'est vrai que ça, parfois,
on oublie. En fait, c'est exactement comme tu dis, c'est contre-productif. On essaie de faire ces actions qui sont alignées avec les valeurs et puis on est vite rattrapé par nos habitudes marketing qui sont assez poussées vers la vente. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours se reposer la question de pourquoi on le communique. Enfin, vraiment, encore une fois, c'est mon avis que je vous partage. Après, chacun a son avis sur la question, mais pour moi, la communication sur ces sujets, elle doit servir la transformation des organisations, elle doit servir à accompagner les nouveaux usages de nos communautés. Donc, si on se pose cette question-là, ça aide aussi à faire des choix ensuite, quoi. En effet, en plus, les équipes communication sont soumises à de la pression sur de nombreux enjeux. On peut vite s'éloigner de cette question-là. Dès qu'on touche à ces sujets, il faut être vigilant et je pense que se rappeler de se dire mais pourquoi on le fait et est-ce que ça sert vraiment cette transformation, est-ce que ça sert vraiment à accompagner nos clients vers ce qu'on va leur proposer demain, etc. Ça aide aussi à faire les bons choix. Et ça m'amène à une question qui est parfois comment est-ce que du coup tu légitimes cette décision qui veut dire que potentiellement sur l'instant tu vas peut-être faire moins de ventes à l'instant T, mais c'est plutôt un engagement sur le long terme. Comment est-ce que tu argumentes du coup ces méthodes de communication qui sont à l'instant T moins efficaces peut-être? Je ne sais pas si tu vois ma question. On en revient en fait que ça doit être une approche stratégique. Quand je vous donnais l'exemple, par exemple Mustela, là, sur leur communication aussi, ils consacrent une partie plus importante de leur budget aux nouvelles gammes qui sont moins impactantes, et pourtant dans leur offre qui sont encore minoritaires, et ils mettent plus de budget communication là-dessus que sur les autres offres, que sur leurs offres plus traditionnelles, parce qu'ils comprennent que demain, ça sera ça, leur offre principale. Et donc, ce qui est compliqué en communication, c'est quand il n'y a pas une stratégie, une direction d'entreprise qui est claire sur le sujet. Alors, on ne peut pas savoir parfois exactement... c'est des sujets complexes, donc les stratégies d'entreprise ne sont pas toujours... en tout cas, doivent être claires, mais avec des avancées à différents niveaux. Mais si on n'est pas dans une organisation qui s'est posé les bonnes questions, c'est très compliqué de communiquer. Moi, je déconseille tout à fait de communiquer si on est dans une entreprise qui ne fait rien sur le sujet, qui ne s'intéresse pas aux enjeux, etc. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est cet alignement qu'il faut trouver entre une direction générale, en tout cas une stratégie globale d'entreprise qui, à minima, et encore une fois, personne n'est parfait, mais au moins se met en mouvement, se pose les questions, avance sur certains sujets, même si ce n'est pas donner des réponses à tout, mais en tout cas, met les moyens pour essayer un minimum de se mettre en mouvement. Et c'est là où on peut trouver un minimum de cohérence, quoi. Oui, et puis en plus, il n'y a rien de plus épuisant que d'essayer de mener la barque seule. Par exemple, si on peut avoir envie de faire bouger, et je pense que la communication, elle peut aussi aider à faire bouger les choses, parce qu'on est aussi, comme on le disait tout à l'heure, un peu les grands écarts et les médiateurs entre l'entreprise et puis l'ensemble des publics. Nous, on est en contact avec des clients, des parties prenantes, l'ensemble des écosystèmes de l'entreprise. Et donc, un des rôles, ça peut aussi être de montrer les attentes de ces publics-là, d'étudier un peu et de sonder un petit peu leurs attentes sur ces sujets. Parce qu'en fait, quand on parle de ces sujets-là, on n'est pas juste en train de parler de problématiques environnementales. Bien sûr, il y a ces enjeux dont on a parlé, mais c'est aussi un sujet juste de business et de pérennité des entreprises. Les entreprises qui ne sont pas en transformation sur ces enjeux, factuellement, leurs activités vont être très, très compliquées dans les années à venir si elles ne se transforment pas. Donc, c'est aussi un sujet qui permet la pérennité des organisations et des entreprises. Complètement. Et du coup, ça, c'est un très bon argument quand on essaie de faire bouger les choses, de montrer sur le long terme l'impact que ça aura. Et ça me fait juste penser, je voulais le dire parce que j'ai trouvé que c'était une bonne manière de voir le problème aussi, c'était du coup pendant cette conférence qu'on a eu mardi, je suis désolée, c'est mes souvenirs qui sont tout frais, pendant cette conférence sur justement la balle de tennis, en fait une des actions de la marque Artengo Decathlon pour aller faire coopérer plus d'acteurs, c'était d'aller voir le club qui avait une personne qui allait faire le ménage sur les stades après les heures où les gens avaient joué au tennis, parce qu'en fait le feutre de la balle de tennis, il laisse des petits morceaux et donc en fait
en éco-concevant mieux la balle, en la rendant plus solide sur le long terme, en laissant moins de débris, en investissant sur des balles de tennis qui tiennent plus longtemps, on réduisait le coût de ces personnes qui devaient nettoyer derrière. Et donc, c'était un peu une manière de voir le truc, de dire, bah oui, là, par exemple, ça, c'est une source de valeur qui n'est pas... bon, là, en l'occurrence, on pourrait la traduire financièrement, mais... Souvent, tu as des valeurs que tu peux inclure dans les bénéfices pour défendre le projet sur lequel tu es en train de travailler, qui sont pas toujours des valeurs monétaires. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire cet exercice, de vachement prendre du recul et de voir vraiment le problème dans son ensemble et de dire, en fait, il y a d'autres sources de création de valeur ou de perte de valeur, d'ailleurs, dans le cycle de mon produit, sur lesquels je peux intervenir et qui me permettront soit de rassembler plus d'acteurs, soit d'aller avoir plus de ressources monétaires, etc. Donc, c'est pour ça, je trouve ça hyper intéressant. On a une question de Audrey et après, on va pas tarder à wrap up parce qu'on est sur la fin de notre Indie Club. Audrey demande comment Mustela traite la question des volumes et des déchets. Alors, si tu sais. Alors, j'ai pas travaillé pour Mustela, donc je pourrais pas répondre à cette question, mais j'imagine qu'en tout cas, si la question vous intéresse, sur leur site, ils doivent avoir des informations là-dessus parce qu'ils sont quand même assez au clair sur ce qu'ils sont en train de mener. Sur le sujet des déchets, enfin plutôt du packaging, en tout cas, moi je trouve ça aussi hyper intéressant l'exemple qu'ils ont mené. On parlait du travail avec les parties prenantes. Ils ont mené un travail hyper intéressant là, cet été, ils ont commencé un test là-dessus, qui est le fait de se dire que voilà, dans l'ensemble de leur impact, ils avaient identifié un impact fort sur le packaging des produits dans la cosmétique. Donc, ils ont commencé à faire du vrac dans les pharmacies. Ils ont commencé ça, je pense, il y a 2-3 ans. Ça ne fonctionnait pas forcément des masses. Et puis, ils se sont dit, mais le problème du packaging dans la cosmétique, ce n'est pas qu'un sujet Mustela, c'est un sujet de tous les acteurs de la cosmétique. Donc, ils sont aussi allés voir d'autres acteurs de la cosmétique sur ce sujet. Et en fait, ils ont réussi à réunir autour d'eux aussi d'autres acteurs qui se sont mis au vrac. Et au lieu de se dire, on va chacun avoir notre petite solution de vrac dans les pharmacies, etc., ils ont conçu, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais un mural commun, donc où on voit l'ensemble des produits. Alors, il y a du Mustela, du Pierre Fabre, différentes marques de cosmétiques. Ils ont travaillé, je pense, des contenants communs aussi. Mais en tout cas, du coup, c'est une expérience commune pour le client qui ne va pas devoir avoir tel ou tel type de contenant différent selon la marque qu'il va acheter. Et donc, ça, je trouve que c'est un travail intéressant. À la fois, bien sûr, on travaille sur la réduction de l'impact, sur une solution qui engage les parties prenantes et commune pour plus aussi de visibilité, d'efficacité auprès des clients et pour accompagner plus facilement ces nouveaux usages. Et là, la com aussi a un rôle à jouer parce que quand on voit comment fonctionnent ces muraux, pourquoi j'ai différentes marques, comment ça fonctionne, enfin, il y a un vrai sujet, rassurer sur la partie sanitaire de la solution, etc. Enfin, il y a tout un vrai sujet aussi pour accompagner cet usage-là. Hyper intéressant, super bon exemple de coopération du coup entre plusieurs acteurs et je crois que Véronique nous partage même une ressource pour aller voir justement exactement ce mural. Voilà, donc c'est en test, donc je ne sais pas où on est le test, mais en tout cas j'ai vu que c'était en test depuis juin. Trop bien. Alors une dernière question et on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu as 3 ou quelques newsletters, podcasts ou podcasts que tu recommandes pour la veille de communication qui sont impactantes ou de communication qui sont engagées sur la transformation des entreprises? C'est pas forcément des podcasts sur ce sujet-là. Enfin, il y en a plein et qui sont très intéressants. Moi, en tout cas, ma veille, je l'ai fait plutôt sur différents types de médias qui ne sont pas forcément en lien qu'avec la communication d'ailleurs, parce qu'il faut avoir cette vision globale de l'enjeu. Et je trouve qu'encore une fois, c'est ce qui peut être compliqué quand on est communicant et qu'on adresse ces sujets, c'est que il faut avoir la maîtrise des stratégies, des outils de communication, et il faut avoir une compréhension de ces sujets très complexes de RSE. Et en plus, quand on est communicant, il ne faut pas juste s'intéresser à un sujet, à l'éco-conception, un sujet, c'est quoi la stratégie climat de mon entreprise? Non, quand on est communicant, il faut pouvoir dire l'ensemble de l'approche de l'entreprise. C'est quoi l'approche de mon entreprise sur telle question climat, telle question biodiversité? Sans rentrer dans le détail, on n'est pas des experts, mais donc il faut avoir cette vision très transversale. Donc moi, ce que je conseille plutôt à des communicants qui
maîtriseraient déjà leur métier de communicant, c'est plutôt de suivre ce qui se passe sur le sujet de la RSE de manière, au moins au niveau européen, à travers des médias comme il y a Novetic qui fait des newsletters qui sont très accessibles sur plein de sujets. Il y a des médias plus pointus, RSE Data News, etc., qui peuvent être intéressants, mais c'est vraiment de s'intéresser, s'acculturer à ces sujets, parce que c'est aussi une matière qui est très changeante. Dans la communication, on a beaucoup parlé de climat, de contribution à la neutralité carbone, d'empreinte carbone, etc. Il y a plein de sujets qui sont en train d'arriver sur l'eau, la biodiversité, qui demain seront des éléments mais indispensables dans de l'information produit, etc. Si on n'est pas un peu en veille sur ce qui se passe au-delà de la communication, mais sur comment évoluent ces problématiques, ça peut être compliqué. Et puis, encore une fois, consulter les ouvrages dont on a parlé au début, le guide de la communication responsable, le guide anti-greenwashing, le guide des allégations environnementales, déjà ça, c'est un bon moyen d'être au fait du sujet. Ok, trop intéressant. Et petit moment autant promo, mais il y a aussi la newsletter d'Indigo. D'ailleurs, que vous pouvez suivre si vous souhaitez, je me permets de la mentionner. Et je vous remets aussi dans le chat, en fait, la programmation des prochains Indiclubs, parce que tu as parlé notamment de la biodiversité, qui est un sujet où nous, on n'avait pas forcément fait d'event dessus pendant une période. Et là, vraiment, on a commencé à vraiment produire beaucoup plus de contenu autour de ça, justement parce qu'on s'est un peu rendu compte que c'était le sujet un petit peu oublié parfois dans les contenus qu'on peut retrouver qui sont super accessibles. Et du coup, dans notre newsletter, nous, on va toujours reprendre des learnings, des apprentissages qu'on a eu pendant des indie clubs comme ça, pour les retranscrire et aller tirer vraiment quels étaient les exemples concrets, les actions qu'on peut mettre dans son quotidien pour avoir un métier qui est plus responsable. Mais totalement aligné, faut complètement se renseigner sur tout l'enjeu et le sujet plus largement que juste ces exemples en entreprise, pour comprendre en fait sur quoi est-ce qu'on peut agir, et aussi générer un peu des nouvelles idées plus créatives pour faire des campagnes comme celles qu'on a pu voir avec j'ai perdu mon mot, les bouteilles à remplir, les composants à remplir. En tout cas, merci beaucoup Marie pour ce temps, d'avoir répondu à toi, merci à vous à nos questions, d'être venue dans les Indie Clubs. Merci à tous qui étaient connectés aujourd'hui. Je suis désolée, je sais qu'il y a quelques questions qu'on a un peu passées à la trappe parce qu'on a un peu débordé sur le timing. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. Si vous voulez prendre une petite minute pour mettre, en fait, on fait un petit rôti à la fin des Indie Clubs. Un rôti, c'est une note de 0 à 5 et avec des variations pour dire à quel point vous avez appris quelque chose, ou alors au contraire, peut-être que vous saviez déjà ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et donc, 1, c'est que vous saviez déjà, vous pouvez varier. 3, vous avez appris des nouvelles choses, mais pas tant. Et 5, c'est que voilà, ça vous a aidé à avoir des éléments pour répondre à cette question qu'on avait aujourd'hui, qui est comment utiliser le pouvoir de la com pour accélérer la transformation des entreprises. Voilà, si vous voulez bien nous mettre le petit rôti dans le chat, et je vous laisse écrire. Et c'est le moment de blanc. Si personne veut voter, c'est pas grave, on se regarde dans le blanc déjà avec Marie. Moi, j'ai trouvé ça super. Moi, je mets 5. Direct. Écoutez, s'il y en a qui veulent mettre la note, n'hésitez pas. Ah, est-ce que c'était OK, Marie, si je mets ton LinkedIn dans le chat? Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Oui, n'hésitez pas, si certains ont des questions, à me contacter, il n'y a pas de souci. Je ferai un plaisir d'en discuter. Trop bien, let's go. Super. Et je vois qu'on a plutôt des 4 et des 5. Très intéressant, les ressources. Super. Trop bien. Et écoutez, merci beaucoup à tous. Merci encore, Marie. Et puis, merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.